Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Patrick Chapat. Vous êtes, Bonjour Louisa, bonjour tout le monde. vous êtes journaliste, vous êtes BDiste, vous êtes dessinateur de presse. Vos dessins sont publiés dans Le Temps, dans la NZZ am Sonntag, dans le Boston Globe, dans Der Spiegel aussi et évidemment Le Canard enchaîné. Alors, Patrick Chapat, vous avez été pendant 18 ans le dessinateur attitré de The International Herald Tribune et du New York Times. Aujourd'hui, vous allez nous dire si on peut parler de tout et notamment du coronavirus. D'accord Louisa, avec plaisir. Donc je vous parle depuis Paris. Je suis en fait rue Visconti dans l'ancienne imprimerie de Balzac. Balzac qui, bien sûr, Louisa, à qui on doit la comédie humaine. Balzac, c'est un confrère parce que la comédie humaine, c'est un petit peu la définition du dessin de presse en 2 mots. Donc, votre question, c'est est-ce qu'on peut rire du coronavirus? Vous comptez sur moi pour faire la page légère de la journée, si je comprends bien, Louisa. La page intense de la journée, cher Patrick. Ok, écoutez, d'abord, évidemment, l'humour a joué un rôle important dans cette crise, hein, il faut tous s'en souvenir. L'humour, l'importance de l'humour, juste à côté du gel hydroalcoolique et des masques, a été primordiale. Rappelez-vous que quand le Covid est arrivé, on s'est énormément échangé des images, ce qu'on appelle des memes, des blagues. C'est quelque chose qui nous a vraiment aidé collectivement, je crois, à tenir. Donc, je crois que l'humour a été un des ingrédients majeurs de cette crise. Et je ne sais pas si vous avez d'ailleurs l'image à l'écran de ce gel hydroalcoolique. Ce n'est pas remboursé par l'assurance, mais pourtant l'humour a été très important. Alors au début, revisitons, si vous voulez bien, Louisa, un tout petit peu cette crise à travers le dessin de presse. Au Avec début, plaisir. c'était un petit peu du chinois, hein. On observait tout ça, la jumelle, c'était loin de nous. Et on s'est dit que ce serait comme le SRAS. On s'est dit que ça allait peut-être rester en Asie, que la Chine allait contenir le problème dans sa grande muraille. Et puis, on s'est bien vite rendu compte que ça n'allait pas être le cas. D'ailleurs, je ne sais pas si vous... Il y a une chose qui m'a frappé. Dans cette époque hyper technologique que nous vivons, face à ce fléau, sorti tout droit du Moyen-Âge, une pandémie, on a eu des réflexes très, très primaux et très antiques, hein, finalement. Qu'est-ce qu'on a fait? Les recettes immédiates, c'était se tenir à distance, s'enfermer dans des murs, se mettre en quarantaine. Un mot vraiment tout droit sorti de la peste noire, la quarantaine. Alors bon, nous les Suisses, dans la première vague, nous étions bien préparés. N'est-ce pas, Louisa? Parce qu'on s'était préparé avec nos abris, on s'était déjà bien préparé à l'effondrement climatique. Et puis, on a assisté à ce phénomène assez incroyable que les historiens du monde entier étudieront encore longtemps, ainsi que les proctologues, je crois, c'est-à-dire la ruée mondiale sur le papier cul. Autre phénomène étrange, je ne sais pas si c'était votre cas, Louisa, la ruée sur les raviolis. Vous savez qu'il y a En eu des tant ruptures. qu'italienne, un peu, à l'époque, on les faisait maison et maintenant, on va dans les supermarchés, effectivement. Attendez, le ravioli en boîte. Le ravioli en boîte. Une ration que même, parce que je veux bien qu'on soit en guerre, mais même les soldats, même la soldatesque ne veut pas de ce type de ration. Bref, phénomène très étrange, et comédie humaine que nous aurons le temps d'étudier à travers le regard des historiens, mais dont on a essayé de rendre compte en temps réel à travers le dessin de presse. Alors, on a tout bloqué, hein, vous vous souvenez, on a bloqué l'économie, on a bloqué, voilà, plus un rouage ne tournait. On a essayé d'arrêter le virus. En essayant d'arrêter le virus, est-ce qu'on risque de trucider l'économie? Vous savez ce qui est intéressant avec ce dessin? C'est qu'il est paru le 4 mars. 4 mars, c'est quand même très tôt pour soulever cette question et pour l'illustrer en dessin. C'est évidemment un débat dans lequel on est en plein aujourd'hui, le débat sur les équilibres à trouver avec l'économie, mais ce dessin-là, on l'avait déjà fait paraître en une du temps le 4 mars. Donc, le voilà, ce petit virus. Est-ce que vous le voyez, ce petit grain de Il est là, sable? le petit grain de sable, effectivement. Ce petit grain de sable dans les rouages du monde. Ce minuscule virus
microscopique avec ses effets macroscopiques. Ça, c'est un dessin qu'on avait publié en une du temps, sous un titre assez terrible, l'Odyssée meurtrière du coronavirus. C'était, je crois, autour du 1er avril dernier. Le 1er avril dernier, c'était le pic de la première vague. On était dans le monde à quelque chose comme 45 000 morts. Et bien, on se rend compte aujourd'hui qu'on est au triple, hein, en tout cas. Daniel Koch nous donnera peut-être plus de précisions. Donc, on a parlé du rire, le rire, d'accord, mais l'effroi aussi. Et je crois que le dessin de presse, à travers ce genre d'image, nous permet de mettre en image, d'exorciser ce moment d'effroi collectif qu'a été le Covid. Et puis, on s'est confiné au printemps. On s'est confiné, ça a fait le bonheur de certains, comme ici, si vous voyez mon fils Samy, ça c'est un dessin que je dédie à mon fils Samy, très content de rester à la maison pour sauver des vies. Vous savez que je me suis fait allumer pour ce dessin. Qui a osé? Je me suis fait incendier pour ce dessin. Vous n'avez pas Qui a idée osé pourquoi. vous incendier, Patrick? Parce que Mortal Kombat, qu'on voit sur l'écran du jeu vidéo, figurez-vous que Mortal Kombat n'est pas un FPS. Je ne sais pas si vous avez compris. Ce n'est pas un first-person shooter, comme je l'ai représenté là. Et je peux vous dire que s'il y a une communauté extrêmement susceptible et extrêmement vocale, c'est la communauté des gamers. Ça fait des mois que je me fais poursuivre sur Internet, dans des forums, parce que j'ai eu le malheur de mal représenter ce jeu vidéo qui n'est pas un first-person shooter. Donc, je m'excuse auprès de cette communauté. Dans cette crise, on a été livré pieds et poings liés à la toute-puissance de la technologie. On s'est retrouvés dans regardez-nous aujourd'hui, vous tous qui nous regardez, dans ce monde de Zoom, dans ce monde de Skype, dans ce monde de traçabilité. C'est évidemment un thème qui parle à un dessinateur de presse. On s'est retrouvé un peu abandonné à ces outils numériques, hein, qui sont nos sauveurs dans cette crise et qui sont pourtant en même temps nos prédateurs, avec toute cette économie de l'attention dont nous sommes captifs. C'est évidemment des thèmes sur lesquels on va devoir réfléchir encore longtemps. Nous étions confinés, Louisa, vous vous en souvenez très bien, et puis on a redémarré. Bien entendu, le redémarrage dont je parle, c'est ce grand redémarrage de la société. Ça a été le retour au travail. Là, je parle du mois de mai dernier. Nous sommes retournés au travail, moment super sympa, avec ce patron qui nous accueille et qui dit l'entreprise, mesdames et messieurs, c'est comme une grande famille. Mais regardez, est-ce que vous voyez la dame à droite, Luisa? Nous la voyons. Vous la voyez? Qu'est-ce qu'elle a? Elle n'a pas l'air bien. Elle s'arrache les cheveux. Pitié. Alors, je ne sais pas si vous vous retrouvez dans ce dessin. Le mot famille, oui, c'est vrai qu'il y a eu, voilà, il y a des gens qui ont été très contents de retourner au travail. Et puis, on a pu aussi, un petit moment, quelques mois, retourner au restaurant et profiter d'un bon moment à deux, rarement plus. Grand cru. Ouais. Ça, c'est un autre signe de notre monde changé. Les arts de la table incluent désormais le gel hydroalcoolique et la distanciation sociale. Je pense que vous êtes frappé autant que moi, Louisa, vous qui êtes journaliste, de tous ces mots nouveaux qui sont entrés dans nos vies, qui sont entrés dans notre vocabulaire, qui sont tous des mots vilains, les uns après les autres. En présentiel, c'est vraiment en présentiel. Traçage, mesure barrière, distanciation sociale. C'est un mot vilain et c'est un mot qui dit beaucoup. C'est un mot dont le double sens dit beaucoup. On entrevoit seulement les effets de cette crise, on imagine, on devine les effets socio-économiques catastrophiques qu'on aura à gérer pour des années et des années. Il y a une chose avec ce virus, en tout cas qui est vraie, c'est que personne n'est à l'abri. Ça, vous êtes d'accord? Ce virus, riche ou pauvre, a touché tout le monde. On l'a retrouvé même au cœur du pouvoir le jour où Donald Trump a attrapé ce virus. Bon, Donald Trump s'en est sorti. Il y a eu bien entendu la course au vaccin, qui a été un autre élément important sur lequel les dessinateurs de presse ont
ont beaucoup travaillé. Cette course au vaccin, ça a un peu commencé comme un concours de beauté entre autocrates. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la première annonce de Vladimir Poutine, mi-août, qui était que voilà, la Russie avait homologué un vaccin sans avoir passé la phase 3. Vous vous souvenez de ça? Oui, et je crois Oui. même qu'il parlait de sa fille. Exact. Donc, en gros, il nous disait que la phase 3, ça veut dire qu'il n'avait pas encore été testé à grande échelle. Donc, en gros, c'est un vaccin qui avait été testé sur des singes, sur des rats et sur sa fille. Ce qui n'était pas super rassurant. Bref, la course au vaccin, évidemment, Donald Trump aussi a mis beaucoup de pression. Vous vous souvenez il a voulu et souhaité que le vaccin sorte avant l'élection présidentielle. Manque de bol, ça ne s'est pas produit. Oui, d'ailleurs, il Donald Trump. avait donné un conseil qui en avait laissé certains sceptiques. Rajoutez donc un peu de Javel. Ben, bien sûr. Javel a éloigné des enfants et du président des États-Unis. Et puis, on est maintenant dans cet automne qui est quand même très différent. Là, on a un petit peu retracé les derniers mois à travers quelques dessins. L'automne est différent. Hein. Il y a une rancœur, il y a une fatigue, il y a une défiance, il y a une méfiance. C'est un petit peu l'automne des complotistes. Est-ce que vous pensez que le corona est un complot de Bill Gates pour nous tracer à travers des puces 5G? Vous pensez que c'est vrai, ça? C'est ridicule. Ça, c'est une question qui divise non seulement l'Amérique, mais beaucoup de personnes, je crois, cette C'est histoire ridicule. du C'est un complot. complot des extraterrestres, Luisa. Tout le monde sait ça. C'est juste. Je ne suis pas à la page, effectivement, au niveau des Voilà. extraterrestres, mais vous allez m'en dire plus, cher Patrick. Le dernier dessin en date est paru dans le Boston Globe il y a quelques jours pour célébrer l'arrivée du vaccin, le vrai, plusieurs vaccins, dont on annonce des taux d'efficacité très élevés, jusqu'à 95%, mais les complotistes sont là. Et forcément, ils veulent un recomptage, les complotistes, ils n'y croient pas. Voilà l'automne dans lequel on est. Je vais terminer avec ce dessin qui illustre cet automne en demi-teinte. L'ambiance n'est pas très bonne. Je crois que fondamentalement, on a pensé tout au long de cette crise que voilà, on avait affaire à un état d'urgence, à un état d'alerte. On s'est mobilisé, on s'est serré les coudes. Et ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est qu'on est dans un état de permanence. C'est que la crise est là pour durer et qu'il va falloir vivre avec. Voilà mon petit tour en dessin, Louisa. Merci, Patrick. Ce coronavirus, il est entré dans votre tête, et pas seulement, puisque vous nous proposez un reportage dessiné au cœur de la vague, paru aux éditions Les Arènes. Patrick, comment ce coronavirus est-il entré dans votre tête et dans votre vie? Eh bien, tout ça a commencé tout début mars, avec un coup de fil du professeur Pittet, Didier Pittet, qu'on connaît bien maintenant. De cette crise. On est en train, pour le grand public, je veux dire, on est en train d'observer à la jumelle ce qui se passe au loin. Et il me raconte ce qui se passe dans les hôpitaux italiens, il me raconte des coups de fil qu'il reçoit des gens qu'il a formés et qui racontent l'horreur absolue des endroits, des hôpitaux qui avaient l'habitude de recevoir 4, 5 personnes en détresse respiratoire et tout d'un coup on avait 100, 150. Enfin, on connaît maintenant tous ces histoires. Ces histoires n'étaient pas encore sorties dans la presse italienne. Donc, je suis pris d'effroi. Le virus entre dans ma tête à partir de ce samedi 7 mars. L'objet de cet appel, c'était de lancer une campagne dont M. Koch a peut-être entendu parler, une campagne qui a été montée en 3 jours avec des humoristes. J'ai appelé Thomas Wiesel, j'ai appelé Zepp, on a fait toutes sortes de coups de fil. En 3 jours, il y avait déjà une campagne qui s'était montée avec les humoristes et les youtubeurs. Mais nous avons continué à rester en contact et puis j'ai commencé à prendre des notes. 3 jours après, il se trouve que dans un dîner en ville, on le verra plus tard dans l'histoire, dans la BD notamment, je suis dans un dîner en ville où j'attrape le coronavirus. Donc on était vraiment dans cette période totalement incertaine, cette période où on bascule de l'innocence au monde dans lequel on est aujourd'hui, à la réalité de cette maladie.
cette période où on observait à la jumelle le virus, et en fait, il était déjà dans nos dîners en ville, il était déjà dans nos rues. Et voilà, le coronavirus ne m'a pas quitté comme thème, en tout cas, puisque pendant mon confinement, je me suis mis à passer d'autres coups de fil, pas seulement mes échanges réguliers avec le professeur Pittet, mais j'ai trouvé d'autres personnages que j'ai suivis pendant des mois, depuis tout début mars jusqu'à août-septembre, surtout à l'hôpital de Genève. Hein, je cite rapidement, il y a le chef des soins intensifs, le professeur Pugin, il y a Dagmar Di Meglio, une infirmière, il y a des personnages secondaires qui sont des personnages formidables, qui sont les nettoyeurs aux soins intensifs, un policier dans mon quartier des Paquis, une médecin de Médecins sans frontières, qui, elle, avait été sur le terrain Ebola pendant 7 à 8 missions et qui se retrouve là, sur le terrain à Genève, Zurich, Paris ou Londres. Voilà, c'était à travers ces témoignages, je voulais raconter cette crise collective et individuelle qui nous a tous saisis. Et vous avez fait de ces personnages qui sont des héros de tous les jours, des héros d'un livre. Comment est-ce qu'ils l'ont perçu cela? Je pense à Dagmar, je pense justement à ces personnes que vous avez mises en avant. Ben, je crois qu'ils sont... D'abord, ils m'ont fait énormément confiance et je salue et je les remercie pour la confiance parce qu'ils se sont beaucoup livrés. C'est des témoignages dans lesquels je pouvais leur dire à l'époque, laissez-vous aller, racontez-moi tout parce que de toute façon, ça ne sortira pas tout de suite. Hein. Ça, c'est l'avantage d'un travail au long cours. Je leur disais, c'est quelque chose qu'on va raconter plus tard, ça sortira à l'automne et c'est pour prendre date de ce moment unique. Donc, un Jérôme Pugin, ce livre vraiment raconte ses émotions, raconte ses peurs. Tout le monde a eu peur. Et ces nettoyeurs dont je parlais, les nettoyeuses, personnages formidables parce qu'ils racontent eux aussi cette peur. Ce sont des gens qui se sont portés volontaires, parfois avec des petits-enfants. Ce sont des gens les petites mains qui ne tremblent pas, comme je les appelle, quand il s'agit d'entrer dans la zone sale, dans les chambres Covid. Ce sont des gens qui y vont, qui font ce travail qui est tout en bas de l'échelle sociale et un peu négligé. Et ils ont tous le même mot à la bouche que je trouve incroyablement touchant. C'est-à-dire que tous m'ont dit, on adore notre métier, on adore notre travail. Donc cette conscience professionnelle et puis cet héroïsme quotidien des travailleurs, c'est quelque chose à quoi je voulais rendre hommage et pouvoir les transformer de héros sanitaires à héros de bande dessinée, je pense que c'était une manière de le faire. Alors, on parle évidemment de liberté d'expression. Vous avez dessiné pour le New York Times. Qu'est-ce que vous leur avez dit lorsqu'ils ont mis fin à votre contrat et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? On passe à toute autre chose. Vaste Oui, débat. mais je pense que c'est COVID. important compte tenu justement de cette pandémie planétaire et meurtrière aussi. On quitte le Covid, on quitte les précautions sanitaires et on passe à un autre mal de notre époque qui est une époque où règne un petit peu le principe de précaution. Et ça, on le sait dans tous les domaines, mais c'est un principe de précaution qui s'étend maintenant à l'humour et aux opinions. C'est quelque chose qui ne touche pas que la presse, c'est quelque chose qui touche toutes les institutions, les écoles, les gouvernements, les institutions publiques, les entreprises. De plus en plus, comment est-ce qu'on gère en fait, la question du New York Times, c'était une question de gestion de crise. Je n'ai pas envie de rappeler toute l'histoire, on n'aura pas le temps. Et puis, il y a d'autres débats intéressants qui vont suivre. Mais simplement, la manière de gérer un dessin qui a fait problème, qui n'était pas de moi, qu'ils ont choisi eux-mêmes de publier, ce qui est quand même un détail important et intéressant. La manière de le gérer, est-ce que ça a été ce qui est le cœur du métier de presse, c'est-à-dire mettre à distance, expliquer, faire sens, faire débat? Non. Leur manière de gérer ça, ça a été une manière très moderne, malheureusement dans le management moderne, ça a été de s'excuser et de s'excuser encore. Donc en somme, de reculer. Et puis finalement, ils ont trouvé la solution la plus simple, évidemment, à toute crise de relations publiques, qui est de renoncer. Donc, puisqu'ils ont eu un problème avec un dessin de presse, eh bien, ils ont renoncé à tous les dessins.
Alors, c'est en effet une solution efficace. C'est malheureusement une reculade assez terrible. On peut même Symboliquement, parler de censure ou d'autocensure. c'est de l'autocensure préventive en appliquant le principe de précaution. C'est comme ça que je l'ai appelé. Et donc, je pense que c'est un signal terrible parce qu'on sait que le New York Times est symbolique. Un ami d'Amérique centrale qui est réfugié aux États-Unis maintenant est venu vers moi. Il ne m'a pas parlé de ses malheurs à lui avec les autocrates chez lui, mais il m'a plutôt dit c'est terrible ce que le New York Times a fait parce que tous les journaux d'Amérique du Sud regardent vers le New York Times comme un modèle et eux pourront se dire demain, finalement, si le New York Times l'a fait, pourquoi pas nous? La liberté d'expression, c'est salissant, c'est compliqué. La liberté d'opinion, c'est quelque chose qu'il faut gérer, mais c'est quelque chose qui en vaut la peine parce que si on ne le fait pas, je crois vraiment qu'on perd notre âme. Alors, avant de demander à Pierre et à Jessica s'il y a peut-être une question parmi les personnes qui nous suivent, j'aimerais, moi, vous en poser une dernière, Patrick Chapat. Il y a eu les élections, Très courte alors. l'élection présidentielle aux États-Unis, avec le résultat qui a été annoncé. Vous avez beaucoup croqué Donald Trump. Est-ce qu'il ne va pas vous manquer, au fond, vous, en tant que caricaturiste? Il ne va pas manquer, puisque comme le Covid, il est là pour rester, vous avez remarqué? Réponse courte, Pierrucci. Merci Patrick, merci. Merci Patrick, merci Louisa pour cette excellente conversation et comment dire, cette introspection très différente sous d'autres angles du Covid-19. Moi, je voulais aussi vous poser une petite question très courte, Patrick. Je compte sur votre esprit de synthèse. Est-ce que vous n'en avez pas assez de dessiner ce Covid? Et ce personnage, ce qui vous obsède, il ressemble à quoi au fond? Ce petit bonhomme vert. Ouais. Vous en avez fait un personnage? Il m'est arrivé de le personnaliser parce que c'est encore une fois la meilleure manière d'exorciser nos peurs, c'est de leur donner une figure, une vilaine petite figure. Mais oui, bien sûr que j'en ai marre. J'ai eu une petite pause cet été, mais là on est reparti. Donc je ne sais plus comment m'en sortir. Aidez-nous, Monsieur Corr. Voilà, eh bien merci pour la transition. Merci pour la transition, Patrick. Patrick Chapat, je vous rappelle son livre qui vient de sortir, Au cœur de la vague. Je ne fais pas ce genre de choses d'habitude, mais là, j'avoue, je suis en train de le lire. Il est passionnant. Et c'est quand même un joli petit pavé de BD, inhabituel de la part de Chapat, qui nous habitue à des one-shots comme ça, en frontal à la une. Là, vous pouvez déguster tranquillement sa BD. Excellent retour sur la première vague de Covid-19. Merci aussi à Louisa. Et un dernier message à Jessica. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce qu'on a épuisé le stock? On ne vous entend pas, on ne vous entend pas. Voilà. Voilà, magnifique. Une brève question, Patrick Chapat. Vous avez parlé au début de réflexes archaïques. Alors, est-ce que pour vous, c'est une situation inédite de représenter une réalité qui vous concerne comme être humain et en tant que corps humain finalement? C'est une situation totalement inédite de représenter pendant des mois une réalité qui concerne tout le monde. Ça, c'est une première dans nos métiers à tous, mais notamment pour un dessinateur de presse. La réalité du Covid a été une expérience extrêmement intime et universelle à la fois. C'est un thème qui a concerné tout le monde. Donc ça, c'était et ça demeure totalement inédit. Et c'est un thème qui englobe tous les autres. Merci. Merci beaucoup, une fois encore. Merci à vous toutes. Merci au Club Sud de la Presse. Merci Patrick Chapat. Belle continuation d'après-midi. Au revoir. Au revoir.